On vous avait promis des invités chez les technos, eh bien en voilà un, et un de taille, j'ai presque envie de dire. Nous avons avec nous ce monsieur que tout le monde ne connaît pas, parce que bon, voilà, tout le monde n'est pas supposé connaître le patron de Google en Belgique. C'est comme ça qu'il faut vous nommer quelque part, hein. Vous êtes le responsable des activités de Google sur le territoire belge. Bonjour Thierry Geerts. Oui, bonjour. Merci de passer un petit peu de temps avec nous. Sébastien est également des nôtres, que nos auditeurs habituels connaissent bien, évidemment, pour poser quelques petites questions également, quoique je pense qu'il n'y a pas de petites questions quand il s'agit de vos activités, qui sont multiples. Qui êtes-vous? Présentez-vous, si vous voulez bien, Thierry Geerts. Alors, je dirige Google depuis 9 ans, entre-temps. Avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les médias, donc je connais bien les médias. Peut-être plus connu j'ai dirigé Passepartout au début des années 2000, mais aussi je me suis occupé beaucoup de la digitalisation des médias et c'est comme ça que je suis arrivé chez Google. Et pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière en tant que directeur général d'une blanchisserie industrielle. Donc, comme quoi, il n'y a pas de position au niveau du digital. Il ne faut pas tous être ingénieurs en robotique pour pouvoir participer à cette transformation numérique. Transformation numérique qui a pris toute son importance ces derniers mois, j'ai presque l'impression. Hein. Il y a eu une accélération avec la crise du Covid, le confinement, etc. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va découler de tout ça sur le plan numérique, selon vous, Thierry Geerts? La première chose, c'est que la numérisation avait déjà son cours. Elle a commencé il y a 25 ans, c'était bien en cours. Et on a pris 5 ans, on a gagné 5 ans en 2 mois. En 2 mois de temps, on a utiliser des technologies qui étaient déjà là bien avant, mais qui, pour une raison, étaient relativement peu utilisées. L'exemple le plus frappant, c'est le télétravail. On posait la question si les Belges adoraient être dans les embouteillages, parce que malgré que la technologie de télétravail existait, que c'était tout à fait possible et efficient, les gens continuaient à se mettre dans les embouteillages pour aller à Bruxelles tous les matins. Et puis, tout à coup, il y a 2-3 mois, on a mis tout le monde en télétravail et puis on s'est rendu compte, en fait, c'est pas mal. Et si vous circulez un peu maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont travailler à Bruxelles, mais il n'y a pas les embouteillages, ce qui est quand même beaucoup mieux. Alors, on a dû travailler 100% de la maison. C'est pas ce qui va se passer à l'avenir, mais on ne travaillera plus 100% au bureau. On aura une plus grande flexibilité et je crois que ce sera en mieux et grâce à ça, une fois de plus, moins d'embouteillage. Une autre chose, c'est l'e-commerce, par exemple. Donc, l'e-commerce était déjà là, sans aucun doute, avant. Et puis, tout à coup, on était tous confinés, les magasins étaient fermés et on s'est retombé sur l'e-commerce. Et précédemment, les gens disaient, oui, mais le digital, c'est un peu dangereux, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'au fait, le digital, c'est moins dangereux. Il est moins dangereux de commander en e-commerce que d'aller se balader dans un magasin où on peut prendre un virus en croisant les gens qui sont dans le magasin. Là aussi, même si on réouvre les magasins, les gens ne vont pas tout coup se dire « Ah non, tout qu'on fait, ce n'était pas utile ». Ils vont continuer à acheter en e-commerce. Et ça vaut sur plein de pans de la digitalisation. Par exemple, l'écolage, l'éducation via vidéo, eh bien, c'était utile avant le confinement, ça a été indispensable pendant la période du confinement. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est heureusement qu'on avait tous ces moyens digitaux pour être dans le confinement. Imaginez-vous que la même chose serait passée il y a 10 ans seulement. On n'aurait pas pu continuer l'éducation, on n'aurait pas pu continuer à se voir, on n'aurait pas pu faire ce genre de vidéoconférence et ça aurait été vraiment, vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, ça a prouvé son utilité dans un moment où toute l'humanité a été quand même mise sous pression. On se rend compte que c'est utile. On ne reviendra pas en arrière, selon vous? Ou partiellement? Non, absolument. Non, même pas. Okay. Absolument pas. Il peut y avoir des éléments de globalisation qui seront mis en arrière, où on va peut-être moins acheter de l'e-commerce qui vient de partout et de Chine, on va peut-être plus rechercher des produits qui viennent plus près de chez nous, ou sont d'origine européenne, par exemple, mais on les commande pas par e-commerce. On s'est rendu compte que c'est facile, que c'est sécure, que ça permet de choisir plus à notre aise, de comparer des prix, et ça va rester. Sébastien. Oui, vous parliez de l'écolage, c'est quelque chose d'assez important, effectivement, l'école et l'éducation à distance. On a vu ici pendant la crise que, en tout cas, il y avait une différence entre le nord et le sud du pays. D'un côté, on poursuivait les cours et les nouvelles matières, et dans le sud, sur prétexte qu'effectivement tout le monde n'a pas accès à un ordinateur et Internet à la maison, eh bien, on ne le fait pas directement. Donc il y a une certaine fracture. Comment est-ce que vous pensez qu'un pays comme la Belgique peut remédier à ce genre de situation ?
Et c'est surtout en étant plus positif par rapport à ça. Ça nous a retenu. On aurait dû se préparer mieux, pas à une crise, mais à utiliser ces moyens qui étaient déjà disponibles avant. Et j'espère que cette crise nous sera dit, tiens, en fait, il faut inverser le problème. Il faut ne pas faire parce que certains n'ont pas accès à ces technologies. Il faut s'arranger pour que ces gens ont accès à ces technologies. Par exemple, en francophonie, on va essayer d'investir à récupérer des vieux ordinateurs pour quand même essayer de donner des ordinateurs aux élèves. Mais remettre en état un vieil ordinateur, ça coûte quand même très très cher. Alors qu'aujourd'hui, avec un Chromebook, vous pouvez acheter un Chromebook à 200 € et avoir un ordinateur qui est tout à fait fiable, qui démarre toujours, qui est libre de virus, sur lequel il y a plein de softwares qui sont gratuits et qu'on peut mettre donc à des budgets relativement limités. Enfin, c'est toujours des sous, mais en tout cas limités. Ouais. Donc, si on investissait là-dessus, on rendrait ça accessible à tout le monde. J'entends bien Thierry Geerts, on comprend évidemment pourquoi vous mettez en avant les produits que vous venez de citer, hein. C'est assez logique, et c'est vrai que ce sont des outils qui sont performants, qui peuvent rendre d'énormes services, mais il y avait aussi un aspect, entre guillemets, recyclage de matériel peut-être pas totalement obsolète, c'était l'occasion peut-être aussi, si on parle d'occasion à ne pas manquer, de remettre en circulation des machines qui normalement auraient été destinées à la casse, peut-être de manière un petit peu prématurée, non ? C'est aussi de cette notion-là qui rentre. Le seul problème, c'est qu'on a donc, ça a pris un temps fou, et on a livré quelques centaines ou milliers d'ordinateurs totalement insuffisamment. Hein, donc, je crois que ça, c'est donc l'élément recyclage, etc. Si on a un peu de temps devant nous, aucun problème. Moi, ça m'est égal si les gens utilisent un Mac, un PC ou un Chromebook. Oui. Je veux juste dire qu'à partir du moment où on a, avec des moyens publics, il y a moyen de faire quelque chose à 1/10 du coût, qui est en plus beaucoup plus facile à entretenir, il faut le faire. Point, c'est tout. Je veux dire, c'est même pas une question de... et c'est surtout important, c'est essentiel qu'on ait cette transformation numérique au niveau de l'éducation, pas uniquement pour continuer à faire l'éducation en cas de Covid, mais aussi pour que les jeunes apprennent à utiliser la technologie. Donc, notre monde est entouré de technologies pour tout le monde, mais on n'apprend pas aux jeunes à l'utiliser. L'utiliser, c'est-à-dire, ils l'utilisent tous parce qu'ils sont tous sur les médias sociaux et finiront par avoir un smartphone. Quand je dis l'utiliser, c'est maîtriser, c'est comprendre comment ça fonctionne. Quelle est l'implication, quels sont les dangers, par exemple. En gros, je synthétise, une éducation au numérique, hein, quelque part, qui est manquante actuellement et qui est manquante depuis toujours, en fait, hein, l'éducation au numérique, qui conduit aussi, et ça va être à mon avis l'objet de la question suivante de Sébastien, qui conduit aussi à avoir une méconnaissance des outils du numérique et d'avoir des fois peur de manière excessive du numérique. Sébastien. Oui, enfin, on peut revenir là-dessus sur le tracing. Si on prend effectivement toutes les applications qui sont sorties, pas forcément qu'en Belgique, mais ça crée pas mal de débats et d'inquiétudes chez les gens, alors qu'en fait, il faut simplement comprendre à quoi ça sert et il faut éduquer les gens. On n'a pas eu encore d'application en Belgique, mais quelle est votre opinion? Vous en avez personnellement ces fameuses applications de tracing censées être dans l'arsenal, entre guillemets, de défense par rapport au coronavirus et à la propagation de celui-ci. Écoutez, c'est en tout cas pas avec le choix de mettre en place des call centers qu'on va y arriver. Hein, donc, on dit, ah oui, mais l'application, ça entrave à la vie privée, donc on va mettre des call centers. L'application, qu'est-ce que ça fait? C'est juste savoir qu'il y a 2 téléphones qui sont venus l'un près de l'autre, sans aucune donnée de où vous êtes. Simplement, ce téléphone a été proche de quelqu'un qui a été contaminé. Et ça, on trouve que c'est un risque pour la vie privée, alors que avoir des gens un call center qui vous téléphone personnellement, qui vous demande qui vous avez rencontré la semaine passée, je crois que c'est plus impactant. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le bon débat. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bon débat? Parce qu'on a créé la peur, au lieu de donner l'envie de maîtriser ces technologies, avec lesquelles, si on maîtrise une technologie, on peut apprendre à régler les risques. Parce que c'est vrai qu'avec la technologie digitale, on peut créer un Big Brother. Mais on ne va pas empêcher ça en ayant peur de la technologie. On empêchera ça en ayant plus de francophones belges qui comprennent de quoi il s'agit, qui sont intéressés par la chose, de telle sorte qu'ils peuvent faire des systèmes qui sont en phase avec notre culture, qui sont protégés au niveau sécurité, et qu'on puisse faire une application pour le tracing du Covid-19
qui sont en phase avec nos normes. Entre-temps, le Danemark a cette application, l'Autriche a cette application, la Suisse a cette application. C'est des pays où la vie privée est totalement respectée. Je vous assure que c'est 100% garanti, mais il y a des gens qui adorent faire peur aux gens. Et ici, c'est quand même vraiment pas très correct parce que vous faites peur aux gens. Entre-temps, on risque leur santé aussi. Hein. Oui, c'est au dépend de la santé. Ils achètent un autre produit, ok, mais ici, c'est pas pour acheter un autre produit. Ici, c'est juste parce que, pour la petite histoire, on ne gagnera pas en France toute cette histoire. Hein. C'est totalement pas rentable de ce genre de processus. On pense juste que c'est notre responsabilité d'offrir les possibilités de le faire. Nous ne développons pas nous-mêmes l'app, mais on a ouvert la possibilité pour le faire et mis en avant une solution technique. C'est pas une question commerciale ici, c'est une question sociétale. Et vous pensez que c'est une question culturelle en Belgique et dans d'autres pays? Europe. Parce que en Europe, sur des pays, le nord de l'Europe, effectivement, par exemple, pour d'autres points, vont utiliser le numéro de registre national. En Belgique, c'est quelque chose qui est culturellement totalement impossible, alors qu'en fait, la sécurité de ne pas l'utiliser est assez limitée. Ici, sur le Covid et le tracing, vous pensez qu'on a dans le même blocage culturel, psychologique vis-à-vis des data? Je crois que si on a un gouvernement qui développe cette application et qu'elle est bien expliquée, on verra comme dans les autres pays que la plupart des gens vont l'utiliser. Et une fois de plus, il y a un choix, donc les gens peuvent décider de ne pas l'utiliser. Et il n'y a aucun problème qu'une certaine partie des gens disent « je ne vais pas l'utiliser ». Par contre, si 60% des gens l'utilisent, on peut déjà avoir vraiment un impact très très important sur la santé publique. Et ça, je suis persuadé que le Belge est tout aussi raisonnable. Ce que nous remarquons, c'est que les Belges utilisent énormément les technologies numériques, même à la limite plus que dans les pays limitrophes. Mais il faut qu'il y ait une utilité pour lui. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, il faut d'abord lui expliquer à quoi ça sert. Oui. Alors, si dans les médias, on continue à leur dire que c'est dangereux et que ça ne sert à rien, alors fatalement, ils disent « Ah, mais oui, peut-être qu'on ne va pas le faire ». Donc, c'est juste une question d'éducation publique et d'honnêteté dans le débat. Mais je crois que ça va faire beaucoup avec une ambition numérique qui nous manque un petit peu, qui est peut-être liée aussi à une ambition générale. Et c'est un petit peu étonnant. On va rappeler que l'Europe était la Silicon Valley du monde il y a un siècle. Oui. Et les Belges avaient un rôle prédominant là-dedans. Joseph Plateau est un des inventeurs du cinéma. Hein. Donc, s'il y a du cinéma, c'est grâce à un Belge. La première dynamo a été développée par Zeno de Gram, un Belge qui a permis l'électrification. C'est Léo Baekeland qui a inventé le bakélite, qui a fait le plastique. On a entouré de plastique. C'est Robert Caillot, un Liégeois, qui a développé le système d'hypertexte qui fait l'Internet. Oui. Donc, quelque part, et ça, c'était il y a 50 ans, 100 ans, où on était les précurseurs, les innovateurs. Et grâce à ça, nous avons eu des années glorieuses par le passé. Et pour l'instant, ben non, il y a plus d'ambition de dire on va faire des inventions belges qui vont révolutionner le monde. On décide d'avoir peur, on décide de dire que, ben oui, on utilise toutes ces technologies qui viennent de partout ailleurs, mais on ne va pas les développer et on ne va pas apprendre à nos enfants de coder, hein, parce que c'est pas utile. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'on s'est posé la question en préparant cette entrevue avec Sébastien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une des lettres de GAFAM qui soit belge ou européenne même pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de GAFA européen c'est un manque d'ambition, c'est un manque de vue sur le long terme où en est-on à ce niveau-là? Alors, l'Europe a un petit peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on a tellement bien réussi les précédentes révolutions industrielles qu'on a tendance à plutôt protéger le passé que de réinventer l'avenir. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de GAFAM en Belgique, parce que nous avons des meilleures universités, nous avons des gens brillants, il y a du capital en Belgique, mais par exemple le capital en Belgique est relativement ancien et donc investi dans des industries plutôt anciennes, plutôt que innovant. Donc on a une manque d'ambition et c'est juste dommage. Et donc je crois que c'est beaucoup plus psychologique que quoi d'autre qu'un facteur. Il n'y a pas un facteur. C'est pas comme la révolution au niveau de l'énergie où il fallait avoir du pétrole. Il y avait des pays qui avaient du pétrole et des pays qui n'avaient pas de pétrole. Ici, le pétrole, c'est nos neurones. Et en Belgique, on a les meilleures universités. On a des grands spécialistes d'intelligence artificielle qui travaillent en général pour l'intelligence artificielle, mais à l'étranger. C'est un peu le problème.
Je voulais vous poser une question, puisqu'on parle d'avenir, etc. C'était le sujet de votre ouvrage que vous avez publié il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, Digitalis, qui est toujours disponible, je pense, aux éditions Racine, qui est une vision, une vue de l'avenir, avec ce qui vient de se passer, avec cette crise du corona. Est-ce que vous allez réactualiser Digitalis, cet ouvrage? Est-ce que vous avez de nouvelles idées, ou est-ce que vous avez changé d'opinion sur certaines choses, et des choses peut-être à faire évoluer, à mettre plus en évidence les technologies d'avenir, par exemple, les principales technologies d'avenir? Dans quoi faut-il investir aujourd'hui, par exemple, hein? Alors, je suis assez fier, entre guillemets, de ce côté-là, c'est que tout a résisté à Digitalis, au corona. Tout ce que j'avais dit sur ce qui allait se passer au niveau digital, c'est juste accéléré pendant cette période de corona. J'avais parlé du télétravail, j'avais parlé de la mobilité, des soins de santé qui sont en train de se prouver ici. Donc, en fait, il n'a pas besoin d'être en tant que tel réactualisé. Par contre, il y a des choses qui semblaient révolutionnaires et dont on disait « c'est intéressant », qui aujourd'hui sont tellement évidentes en 2-3 mois de temps, que du coup, ça ne vaut plus la peine d'être dans un bouquin. Donc, c'est penché sur le télétravail aujourd'hui, c'est se dire pourquoi est-ce qu'il parle encore de ça, lui. Donc, donc, certaines choses qui étaient un petit peu prédictives sont maintenant tellement évidentes qu'il faudrait le réenlever du livre. Donc, oui, je pense à le réactualiser. Est-ce qu'il y a une chose qui a évolué? Il y a peut-être une réflexion encore plus profonde que on est très fort dépendant du smartphone aujourd'hui. On l'utilise 155 fois par jour, et je pense que ça va encore plus évoluer vers ce qu'on appelle le ambient computing, le fait que l'informatique va être partout présente. Au lieu de sortir votre téléphone pour trouver une recette pour faire du waterzooi, par exemple, vous allez dire « Bonjour frigo, quelle est la recette du waterzooi ?» et le frigo va vous répondre en affichant la recette du waterzooi. Et si c'est dans votre voiture, que vous avez besoin d'aller quelque part, c'est la voiture qui vous amène quelque part. Plutôt que chaque fois devoir ressortir le téléphone et poser la question au téléphone, cette technologie-là sera derrière. Et c'est ce que nous faisons avec Google Assistant. Et donc, qui va simplifier énormément et qui va changer la vie. Et ça, je crois que je l'avais parlé dans Digitalis, mais c'est encore plus évident que cette technologie va être notre avenir. Je vais repasser la parole à Sébastien tout de suite, mais juste une petite question sous forme de boutade. Vous venez de nous dire qu'on ne devra plus dire OK Google, on pourra dire OK frigo ou OK voiture. J'essaie de le dire le plus neutre au niveau technologie. Voilà. Okay. Et donc, si une marque de frigo développe OK frigo, ça peut très bien fonctionner. Et pour l'instant, c'est sur notre Google Home qu'il faut dire OK Google. Mais il peut y avoir toutes les méthodes possibles et imaginables pour activer un tel service. Seb. Oui, pour ce genre d'innovation, Google rachète assez régulièrement des startups, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde. Il y en a une qui était assez récemment, Pointy, donc une société qui permet de récupérer toutes les informations de ce qui se scanne en point de vente pour le mettre sur le portail de Google, en l'occurrence ici. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique de rachat de sociétés en Europe de la part de Google, et même plus spécifiquement en Belgique? Alors, il n'y a pas de stratégie géographique. La stratégie est Google développe des plateformes et des produits utiles à tout un chacun qui résout des problèmes. Et pour développer ces technologies, on développe énormément nous-mêmes avec énormément d'ingénieurs qui essaient de développer les bons produits. Et puis parfois, on se rend compte que quelqu'un d'autre a déjà développé ça ou qu'il y a une technologie qui a été développée qui est intéressante. Et donc, on est certainement ouvert au monde qui nous entoure. Rappelez quand même qu'on a acheté YouTube en 2006. À ce moment-là, c'était pas un pari évident que la vidéo deviendrait notre nouveau standard de communication. Et d'ailleurs, on nous a pris un peu comme des fous parce qu'on a payé relativement cher pour acheter YouTube qui avait 1 an. C'est pas juste parce qu'on est à l'affût des nouvelles technologies, on essaie de comprendre des grandes tendances et de se dire où est-ce qu'il faut faire des acquisitions. Alors, il n'y a pas d'acquisition en Belgique connue. Par contre, il y a quand même Colibra, qui est une société belge qui gère les datas pour les grandes entreprises, dans laquelle nous avons fait un investissement important, qui est la première licorne belge et qui est devenue une licorne grâce à un investissement minoritaire de Google. Donc, on est certainement volontaire de faire des investissements en Belgique, mais on ne va pas les faire parce qu'ils sont en Belgique, on va les faire parce qu'il y a des bonnes technologies disponibles et où on pense qu'il y a un match utile avec les gens qui ont développé ces technologies. Et nous, il sera souvent, les gens qu'on rachète continuent un très long trajet avec nous
On n'est pas là pour acheter une société et puis la jeter comme un Kleenex. Au contraire, c'est en général des partenariats très long terme. Et pour l'instant, il n'y a eu qu'un investissement de ce type en Belgique. Alors, l'image du Kleenex, elle tombe juste au bon moment, j'ai presque envie de dire, parce que Google a quand même, depuis quelques années maintenant, une certaine réputation quand il s'agit d'éliminer, de supprimer du catalogue des applications qui pourtant rencontraient les espoirs, les attentes d'un public certes restreint, pas à très très grande échelle, mais quand même, on pense au reader RSS par exemple, on pense à Google+, on a des auditeurs qui étaient fans, entre guillemets, de Google+, ça peut prêter à sourire. Je vois que vous souriez vous-même. mais malgré tout, voilà, c'était, on va dire, un réseau social de plus dans la panoplie. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en Google quand on voit comment il est possible de pivoter, de même se retourner complètement par rapport à des outils qui ont été créés, qui étaient fonctionnels en tout cas Non, mais donc, vous savez, les sociétés qui n'arrêtent aucun produit, c'est qu'elles n'innovent pas assez. Si vous voulez vraiment innover et changer les choses, vous allez faire peut-être des choses très très intéressantes et vous allez faire des choses où vous vous trompez. Et donc nous, on est très fiers de s'être trompés. Il n'y a pas de honte du tout de se dire qu'il y a des produits que nous avons arrêtés. Et le jour où on n'arrête plus d'arrêter des produits, c'est qu'on a arrêté d'innover. La bonne nouvelle, c'est qu'on le fait. On n'a jamais arrêté un produit qui est arrivé à un vrai stade grand public. Et par exemple, Google+ a été pivoté et est devenu ce qui aujourd'hui est Google Photos. Et Google Photos, c'est quand même un des grands services qui est arrivé au milliard d'utilisateurs et que la plupart des gens utilisent, dont on sont très contents. Eh bien, Google Photos est un résultat de Google+, qui n'a pas été une grande réussite comme réseau social, mais qui est devenu aujourd'hui ce que vous connaissez en Google Photos. Donc, c'est souvent une évolution d'un produit et on est très, très fiers de dire qu'on se trompe. Je crois que c'est un peu un des problèmes des Belges, c'est de ne pas oser se tromper. On doit être parfait, on doit avoir toujours ce 10 à l'école. Non, il est bon de se tromper. On apprend de ses erreurs. Il faut naturellement apprendre des erreurs. Il ne faut pas juste arrêter. Il faut se dire, tiens, on a appris quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et ça, on est très très bon à avoir ces choses qu'on a sorties de là. Et pour l'instant, on a quand même développé plutôt de bons produits qui ont plutôt eu du succès. Donc, de ce côté-là, on est toujours en recherche de nouvelles idées parce qu'il faut se challenger en permanence. Sébastien, oui. Oui, et en fait, vous dites que vous pivotez, vous abandonnez certains produits, mais il y a un autre point sur lequel vous avez pivoté sur les dernières années, c'est le Don't be evil, ne soyez pas le grand méchant loup, où pendant des années, quand Google est arrivé sur le marché, vous étiez le chevalier blanc, donc Google avait une très très bonne presse pendant des années, et pendant ce temps-là, Microsoft subissait un bashing assez incroyable, à tort ou à raison, ça c'est un autre point. Et en fait, les choses ont plutôt un peu tendance à s'inverser maintenant. Microsoft redevient un peu en odeur de sainteté, et Google a subi quand même de la part de la presse un certain bashing. C'est injuste, c'est abusif, ou c'est un retour normal? Enfin, comment vous le voyez? C'est une évolution relativement logique par rapport à une grande société. Vous savez, les gens aiment moins les grandes sociétés. Tant qu'on était une petite société, on faisait des trucs fantastiques et les gens trouvaient ça formidable. Maintenant, on est une grande société, on fait toujours des trucs fantastiques, mais il y a du coup une peur de dire « oui, mais c'est quand même une grande société ». Donc, disons que je trouve ça peut-être un peu dommage personnellement, mais je trouve ça tout à fait normal. Et je trouve aussi bien que des grandes sociétés soient critiquées. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus, ça nous garde, on est obligé de rester très précis, de se réinventer en permanence, de bien expliquer ce qu'on fait. C'est aussi très clair, on n'a pas droit à l'erreur et c'est très très bien. Ça nous donne plus de responsabilités. Donc je pense qu'on est arrivé, on n'est plus une petite société, jeune société, on est devenu une société plus mature et plus grande, avec plus de responsabilités et qu'on veut assumer. Et donc on est très très fort, on se sent ce sens de responsabilité, mais on continue à innover, on continue à faire ces choses de façon responsable, et on n'est pas encore au stade de certaines autres sociétés, dans certains autres stades. Il y a encore toujours 79% des Belges qui nous trouvent une société tout à fait fiable, fantastique, et qui utilisent nos produits, donc, et la plupart des gens veulent venir travailler pour nous. Donc je crois qu'il y a aussi un peu d'exagération dans la presse par rapport à ce que les gens perçoivent. Les gens perçoivent une société qui tout compte fait. Quand ils ont une question, Google répond. En plein Covid, c'est nous qui répondions sur plus d'informations sur le virus, où trouver des informations sur l'Organisation mondiale de la santé, etc. Les gens ont plus que jamais
utilisaient Google comme ressource. Pour l'éducation, les gens utilisaient massivement YouTube et se sont rendus compte que YouTube n'était pas simplement les vidéos de chiens sur un skateboard, mais que ça avait aussi une raison... ça l'est de moins en moins. on essaye, en tout cas, qu'on ait quelques créateurs sur YouTube à essayer d'élever un peu le niveau, entre guillemets, même si ça reste amusant, un chien sur un skateboard. Mais c'est un outil, voilà, nous on le prend comme un serveur vidéo qui est performant et un réseau social aussi, hein, quelque part. YouTube, c'est comme ça que nous, en tout cas, chez les technos, on le voit. Je sais que d'autres YouTubeurs, podcasteurs, comme c'est notre cas, l'envisagent exactement de la même manière, avec des biais quand même de temps en temps. Il faut le reconnaître aussi, c'est que on sent que les algorithmes, on pourra parler longtemps des algorithmes, c'est devenu un mot à la mode et aussi peut-être aussi un mot insulte dans la bouche de certains, mais on se rend bien compte aussi que c'est difficile de mettre en avant certains contenus, que ce soit sur Google ou sur YouTube, dès le moment où ils sont un petit peu plus pointus, un petit peu plus poil à gratter, entre guillemets. Et comment remédier à ça et comment faire avancer, entre guillemets, les choses pour avoir une liberté d'expression qui tienne la route, qui soit accessible, entre guillemets, digérable, sans tomber dans les travers des fake news, etc. Comment Google peut gérer ça dans l'avenir ? Alors clairement, c'est un énorme sujet de préoccupation, de trouver la bonne balance. Et en particulier sur les fake news, on a vraiment déclaré la guerre aux fake news sur nos plateformes. On l'a vu récemment au niveau du Covid. C'est hallucinant ce que l'humanité crée comme fausses informations pour des raisons... pour être drôle, mais aussi pour être vraiment dangereux. Et donc, pendant toute cette période de Covid, on a eu plus de gens que jamais auparavant pour vérifier l'information, assurer l'information. On a bloqué le mot Covid sur toutes nos plateformes pour uniquement envoyer vers les sources de l'Organisation mondiale pour la santé. Justement, je vous interromps deux secondes, mais on a parlé, nous, dans notre podcast ici, et on n'est pas les seuls, hein, loin s'en faut, d'avoir évoqué justement le Covid au début en mettant les gens en garde, en leur parlant, franchement, en n'inventant pas d'informations, puisque nous faisons une revue de presse, donc on parle de ce qui est dit dans la presse, etc. Et nos vidéos ont été automatiquement démonétisées par les services, les systèmes automatiques de Google. Ça ne donne pas envie de communiquer. Dans ces cas-là, nous, on n'en vit pas, mais on pense à ceux qui vivent de leur activité sur des plateformes telles que YouTube. Il y en a d'autres, hein, c'est pas que YouTube. C'est un petit peu... Voilà, on peut comprendre que ça gêne aux entournures, non ? Non, mais la démonétisation à court terme, quand une telle crise arrive, à un certain moment, vous savez... C'est la solution. Donc il y a tellement... Les abus sont plus profonds que ceux qu'il faut aider. Donc on a dû démonétiser Covid. Je crois que la plupart des gens qui monétisaient sur nos plateformes, il y a très peu qui utilisent le mot Covid quand même. Hein, il y a la news. Ceci dit, on a aussi, dès qu'on a pu un peu plus maîtriser, comprendre, relâcher. Donc on a réouvert certaines choses. Mais on a dû d'abord faire face à un tsunami de mauvaise volonté. Et donc, ce qu'on oublie toujours, on voit quand on fait l'erreur, mais on est, nous, bombardés de millions et de millions de mauvaises informations. On enlève des publicités, mais des millions de publicités chaque semaine pour des reins, pour des organisations extrême droite, gauche. Donc, il y a tout ça. Et donc, dans une crise comme ça, il y a encore un nouveau tsunami. Je crois qu'on a relativement bien géré ça. Il y a toujours... pendant la crise, certains extrêmes qu'on doit faire. Et je suis désolé si on a un peu démonétisé certains mots qui vous concernent. Mais il était plus important d'abord de maîtriser la bonne information pour éviter que les gens soient mal informés. Principe de précaution. Principe de précaution, quoi, en fait. Principe de précaution, pas exagéré, je crois, parce qu'on a le principe de vie démocratique en avant. Et donc la liberté d'expression, pour nous, est très importante. Mais dans une crise comme ça, il y a eu un moment où il fallait dire non, il faut d'abord que l'information réelle soit mise en avant. Ok. Sébastien, peut-être pour conclure en même temps. J'ai une question à l'Européen qui est en vous plus que comme patron de Google. C'est effectivement fin du siècle dernier, Microsoft a payé un lourd tribut face à l'anti-monopole aux États-Unis. Et ces derniers mois, on a vu ressurgir ce genre de discussion de la part de la classe politique américaine de il faut scinder de grosses sociétés comme Facebook, comme Google, reséparer Waze de Google, éventuellement YouTube, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? C'est une bonne solution ? À titre personnel, hein, en tant qu'Européen. Ouais. Sinon, en tant que Google, je me doute que non. Je suis très réaliste par rapport à la responsabilité qu'on a et je trouve qu'il doit y avoir un grand contrôle démocratique sur les grandes entreprises. Donc, ce que nous avons, la Commission européenne nous contrôle sur pas mal de domaines
Et c'est une bonne chose. Il faut que des grandes sociétés de ce type, qui ont quand même une certaine puissance économique, aient un contrôle démocratique. Ça, c'est une bonne chose. La seule question, c'est est-ce que c'est fait avec compréhension de ce qui se passe et est-ce que ce n'est pas fait par populisme? C'est les seules sauvegardes. À part ça, à un certain moment, si la démocratie décide qu'une de ces sociétés est trop grande, qu'il faut la séparer, je suis un démocrate profond, enfin, je suis démocratique profondément. Et il ne faut pas qu'il y ait un jour une société qui essaie de reprendre le monde, ce que d'ailleurs Google n'a zéro ambition à faire, pour être clair. Jusqu'ici, on fait des services qui sont utiles à tout un chacun, et c'est ça notre rôle. Et le contrôle démocratique va faire qu'on ne va pas dépasser ce rôle-là. Et c'est très très bien. Est-ce que ça se passe aujourd'hui aux États-Unis dans un vrai contrôle démocratique, ou bien est-ce que ça sert l'une ou l'autre tendance politique pour éventuellement gagner des élections en novembre? Ça, c'est une autre question. Et la seule chose, c'est de garder ce débat bien au centre. Et malheureusement, en Europe aussi, dans tous les débats qui ont été contrôle, ce n'est pas toujours évident que cette balance soit bien mise en place. Autant on est enthousiaste sur le fait qu'on soit contrôlé, et on ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse parler de ce genre de contrôle. Et je voudrais d'ailleurs même aborder plus de sujets. On voudrait pouvoir parler de cybersécurité, plus avec des autorités européennes, parce que c'est quand même important. On construit un monde digital, il faut être sûr que la cybersécurité soit au début. On a aussi clairement dit que l'intelligence artificielle doit être régulée, parce que c'est quelque chose de formidable, mais ça peut aussi être relativement risqué, régulée et contrôlée. Et donc une régulation qui peut être appliquée. On est grand fan du RGDP, donc la loi de protection à la vie privée. Dites-le, Google est grand fan de cette régulation. On n'est pas toujours grand fan de comment ça a été écrit. Ça a été écrit de façon tellement compliquée qu'une PME belge a dû payer des consultants et des avocats impayables pour essayer de comprendre la loi. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une régulation européenne au goût du jour, qui tient compte et qui gère les risques de cette digitalisation, mais qui soit compréhensible et contrôlable de façon correcte? Sébastien, encore une question, et puis... Oui, compréhensible et applicable, parce qu'effectivement, pour une société comme Google, c'est facile, vous avez les budgets pour. Si on prend une PME en Europe ou en Belgique, la plupart des sociétés ont que 3, 4, 5, 10 personnes maximum, c'est des budgets qui sont tout de suite assez difficilement gérables. Donc la GDPR, finalement, était assez facilement gérable pour un géant comme Google, plus facilement que pour une PME. Donc l'Europe s'est tiré une demi-balle dans le pied en attendant que les autres continents fassent de même. Et donc nous, on a essayé de dire ça quand la loi était en train de mise en place. On a essayé d'expliquer ça, et tout le monde a cru qu'on était en train de ne pas avoir la loi, qu'on était en train de lobbier contre la loi parce qu'on trouvait qu'elle n'était pas bonne. Or, c'était le contraire. On était pour la loi et on voudrait qu'elle soit applicable, alors qu'on savait que nous, on allait l'appliquer. Mais les gens ne nous ont pas cru parce que les gens ne comprennent pas ce monde digital et auraient peut-être pu comprendre ce qu'on était en train d'essayer. Donc nous, on s'est surtout dit, on doit apprendre à mieux expliquer ce qu'on fait. Mais je suis content de participer à ce genre de podcast pour qu'on puisse se rendre compte de l'importance de tout ça, mais il faut que nos PME puissent réussir dans le digital. Ça, c'est plus important que Google puisse réussir dans le digital. Nous, on va se débrouiller, mais moi, j'aimerais surtout que les PME en Belgique enlèvent leur peur, réussissent et reçoivent des législations plus compréhensibles et applicables. Pourquoi ? Parce qu'au sortir, ou si on peut dire sortir, parce qu'on n'est pas encore sorti de cette crise Covid, on va encore la subir pendant quelques années, ne serait-ce qu'au point de vue social et économique, mais parce qu'avec cette crise, ce que ça a révélé, c'est que les gens vont peut-être plus se tourner vers du local, justement, des PME, et finalement les grands groupes qui chapeautent un peu tout, comme Google ou d'autres, vont passer peut-être, ils seront là, ils seront présents, omniprésents, mais le public va aller vers le local. C'est très complémentaire. Nous, c'est complémentaire. Okay. Les gens aimeraient bien, s'ils achètent quelque chose en ligne, si ça peut venir de près de chez eux, ils seront très contents. Oui. Le seul problème, c'est que l'offre n'est pas là. Et pendant le Covid, l'e-commerce a triplé. Le problème, c'est que l'e-commerce, les sociétés belges, leur e-commerce n'a pas triplé. Oui. On a acheté nos vêtements chez Zalando, on a acheté nos livres chez Amazon, on a acheté notre électroménager chez Bol.com ou Coolblue. En soi, c'est pas mal, mais il faudrait que, alors au moins, nos sociétés exportent autant vers les pays limitrophes. Et donc, ce que Google fait, c'est uniquement mettre en contact. Nous, on ne fait pas l'e-commerce. C'est pas nous qui vendons un produit. On met en contact quelqu'un. Donc, les gens cherchent un produit à acheter.
ils habitent à Libramont, ils voudraient acheter des fleurs, eh bien, et si le fleuriste de Libramont offre les fleurs et les livre, il sera ravi. Mais s'il ne trouve pas les fleurs à Libramont, il se fera livrer, et si la société est en Allemagne, eh bien, il se fera livrer au départ d'Allemagne. Au niveau écologie, c'est pas terrible, au niveau économie, c'est pas terrible non plus, mais c'est le faux débat. Donc le faux débat n'est pas de dire on est contre une plateforme internationale. La question est de savoir est-ce que nos entreprises, avec leurs services et leur qualité, les vendent d'abord en Belgique et puis exportent. N'oubliez pas qu'il y a 4 milliards de consommateurs à un clic de toute notre PME. Le problème, c'est que la plupart des PME ne réfléchissent pas à l'Internet comme ça, mais ils voient ça comme une menace. Ils sont contre Zalando, au lieu de eux offrir leurs services, alors que leurs clients aimeraient bien acheter de proximité. Et donc, il faut oser dire, par exemple, il faut oser afficher un numéro de téléphone en Belgique. Il faut oser dire, nous avons un service en francophonie et nous avons des points de vente. Mais il faut le faire ça sur un site. Il faut un site qui fonctionne bien, avec des délais de livraison qui sont les mêmes que les grandes sociétés internationales. Et c'est tout à fait possible. Et c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense. Ok, ben on vous croit sur parole. En tout cas, on a envie de vous croire sur parole. Thierry. On peut en parler si vous voulez plus de détails, mais voilà, merci. Écoutez, vous êtes le bienvenu chez les technos. On a l'habitude de le dire quand on n'a pas souvent des invités, mais quand on en a un et que voilà, il a déjà passé le cap des premières questions. Après, la porte reste ouverte. Vous venez quand vous voulez. Vous êtes évidemment toujours le bienvenu. Je ne sais pas si Sébastien a quelque chose à rajouter, une petite question ou voilà, un petit compliment sur la décoration. Voilà. Sur la décoration, ça va toujours rien à dire. Parce que maintenant on visite les intérieurs des gens, hein, vous le savez, avec le confinement, on va chez les CEO, chez les grands patrons, chez les hommes politiques et même chez certains animateurs de télévision d'ailleurs. C'est ça aussi qu'on aura appris avec cette crise, c'est la décoration à l'intérieur des gens. Merci beaucoup Thierry Geerts pour cette participation et je ne sais pas ce que vous comptez faire cet été. Vous partez à l'étranger ou vous restez confiné ou comment ça se passe? Vous savez, moi j'ai toujours été en été à la mer, à la côte belge, et voilà. C'est ce que je vais faire cette fois-ci aussi. J'espère qu'on va pouvoir y avoir normalement, mais moi je trouve que notre pays est un pays fantastique et j'ai pas besoin, quand je suis en vacances, d'aller voir un bâtiment fantastique en Italie alors que nous avons des trucs fantastiques en Belgique. Et qu'il y a Google Maps en plus. Je n'ai rien dit. Merci beaucoup Thierry Geerts. À très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci également à Sébastien d'avoir participé activement à ce hors-série. N'hésitez pas à mettre des pouces, des étoiles, à partager, à commenter également ce hors-série. Des hors-séries comme ça, il devrait y en avoir d'autres la saison prochaine, dès septembre. On ne se quitte pas évidemment durant l'été, vous le savez. On se retrouve toutes les semaines. On ne change rien à nos habitudes. Donc voilà. Vous êtes comme toujours les bienvenus. Merci d'avoir écouté ce hors-série. On se retrouve très très bientôt. Au revoir.